Manon Boudou et Xavier Garot, bonjour et bienvenue sur BlockX. Donc Manon, tu es l'associé marketing chez Orizen et Xavier, tu es Zen Vangéliste, donc ambassadeur Orizen. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez succinctement vous présenter votre parcours et votre arrivée dans la blockchain, s'il vous plaît, si tu veux démarrer, Manon? Oui, alors merci pour l'invitation, Pierre. Alors moi, j'ai commencé mon aventure dans la blockchain il y a 4 ans et demi. Donc, j'ai commencé à travailler pour Orizen. Donc, j'ai commencé à faire des traductions. Et petit à petit, mon implication a augmenté chez Orizen et je suis aujourd'hui associé marketing, ce qui me permet de faire découvrir le projet Orizen à tout le monde lors d'events, sur Internet, partout où je peux et d'aider au développement marketing de l'entreprise. Je m'occupe notamment du programme d'ambassadeur d'Orizen avec nos chers Zenvangelistes comme Xavier. Merci. Xavier. Eh bien, bonjour Pierre, merci de nous avoir invités. Pour me présenter rapidement, moi j'ai un cursus d'ingénieur et système et réseau maintenant. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la blockchain, en fait, toujours cette passion de faire travailler les ordinateurs ensemble un petit peu partout sur la planète. Et donc forcément, le Bitcoin à la base et la blockchain plus largement m'ont fortement intéressé et le projet Orizen particulièrement parce que c'était un écosystème complet avec une entreprise, une communauté, une académie, un store et une communauté fantastique. Donc voilà, succinctement comment je me suis retrouvé Zen évangéliste. D'accord, merci, c'est très clair. Effectivement, Xavier, quand tu le disais, c'est pas seulement un produit ou un service Orizen, c'est vraiment un véritable écosystème. Justement, est-ce que, par exemple, Manon, tu peux présenter voilà, ce qu'est Orizen, peut-être avec une approche voilà, historique de ce que c'était initialement et ce que c'est devenu aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, Orizen est d'abord connu sous le nom de Zencash, qui est un fork de Zclassic, qui lui-même était un fork de Zcash. Donc, on a gardé, et qui lui-même est un fork de Bitcoin. Donc, on a 21 millions de max supply, avec des options de vie privée et qui sont optionnelles. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il fait une transaction sur Orizen, il peut faire soit une transaction privée, soit une transaction publique. Donc, c'était le leitmotiv d'Orizen au début, donc de pouvoir redonner aux utilisateurs leur pouvoir sur leur empreinte numérique. Et petit à petit, c'est devenu une plateforme blockchain, notamment avec le développement des nodes, des supernodes et de Zendoo. Donc Zendoo, c'est un système qui permet à n'importe qui de créer sa propre blockchain sur le réseau Orizen. Et le but a été de devenir complètement interopérable, donc de pouvoir faire venir un maximum de monde sur le projet Orizen tout en profitant de la décentralisation de sa chaîne principale. Et donc aujourd'hui, on cherche l'interopérabilité. On veut qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent développer sur Orizen et profiter de notre réseau. D'accord. Xavier, pour compléter, est-ce que par rapport voilà, aux quelques services qui ont été mentionnés, donc les nodes, Zendoo ou autres, est-ce que tu peux détailler éventuellement voilà, en quelques mots tous les services que vous proposez aujourd'hui? Alors, les services qu'on propose, donc à la base c'était effectivement une crypto-monnaie. Elle est minable, c'est-à-dire que c'est un mix de proof of work et de masternode. Les masternodes, il y en a de deux sortes, selon le collatéral qu'on veut y mettre. Donc on propose aux gens de sécuriser le réseau et en échange de gagner des ailes, ça c'est une première chose. Et donc avec le développement de ce protocole Zendoo, on permet à tout à chacun de développer sa propre sidechain, l'adapter à ses besoins. Il y a des SDK qui sont disponibles publiquement sur GitHub pour ça. Et donc le futur, c'est l'arrivée par exemple de la sidechain EVM qui permettra aussi aux développeurs Solidity de proposer des smart contracts, des dApps sur Orizen en utilisant les outils qu'ils connaissent déjà, comme par exemple l'IDE Remix. Voilà. Donc IDE, c'est l'environnement de développement. Hein, D'accord. Aujourd'hui, parce que là, bâtir un écosystème aussi conséquent avec toute l'histoire qu'il y a eu, vous êtes combien aujourd'hui chez Orizen? Alors, il y a Orizen Labs et Orizen. Donc, Orizen Labs, c'est l'entreprise qui construit sur la plateforme Orizen. Donc, ils sont 95 sur Orizen Labs et on est 15 contractants à la ZBF, Zen Blockchain Foundation, où là, c'est la fondation qui détient la chaîne Orizen. D'accord. Donc, en tout, Qui 120 personnes. 120 personnes. Alors, il y a le QG est aux 110. US.
pardon. D'accord. Le Donc, QG au Delaware, aux États-Unis. Après, on a une équipe technique à Milan, à New York, et on a des équipes en Israël aussi avec Horizon Labs. D'accord. Par rapport, du coup, ça fait un moment qu'Horizon existe. Comment vous avez vécu, par exemple, le précédent Bull Run? Est-ce que ça a présenté surtout avec voilà, votre token, le Zen, voilà, quels ont été les challenges ou les opportunités? Comment vous vous êtes adapté et comment vous vous adaptez d'ailleurs aujourd'hui, on en discutera après, à ces phases de marché qui sont montantes, descendantes, avec forcément, j'imagine, de la trésor que vous avez aussi en Zen. Comment vous vous adaptez à ça? Alors, bah, ça a beaucoup changé au fil du temps, parce qu'au début, il n'y avait que la ZBF, il n'y avait que la fondation. Et ils étaient rémunérés grâce au reward des mineurs. Parce que nous, sur la rémunération du mineur, donc il y a 60%, alors ce qu'on appelle la rémunération Coinbase, donc c'est les coins qui sont créés au minage de blocs. Donc il y a 60% de cette rémunération qui va au mineur. Il y a, il y avait on avait 10% qui allait enfin 10% qui va aux opérateurs de SecureNode, 10% aux opérateurs de SuperNode et 20% à la trésorerie, donc 20% pour payer l'équipe. Et pendant le dernier bear market, justement, on a beaucoup souffert du prix. Et c'est aussi pour ça qu'a été créé Horizon Labs, pour avoir une entreprise qui pouvait vendre des services sur Horizon, ce que la Zen Blockchain Foundation ne pouvait pas faire. Donc, ce qui a permis d'avoir l'équipe technique chez Horizon Labs, donc de plus souffrir de la scalabilité, enfin de plus souffrir de devoir réduire les équipes pendant que le token est bas. Et au contraire, pouvoir profiter du token haut justement pour faire plus de dépenses en marketing dans les events, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on nous a vu à pas mal d'events en 2021. Et donc, quand le coin est haut, ça nous permet de faire plus d'événements. Et quand le coin est bas, on est quand même résilient grâce à Horizon Labs. Donc, c'est comme ça qu'on a tenu. Ouais, c'est pas mal d'avoir cette complémentarité sur des activités qui sont distinctes. Par rapport du coup aux produits, aux services, à l'écosystème que vous avez monté, donc je pense notamment aux nodes donc, dont vous avez parlé, les pools de minage et puis Zendoo avec cette plateforme cross-chain où vont pouvoir se développer donc des blockchains ou des DApps. En termes d'activité et en termes d'arbitrage de ce qui prend le plus de temps ou éventuellement de ce qui, pas forcément de ce qui rapporte le plus, mais le gros de l'activité d'Horizon se situe où aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont les nodes qui font plus parler d'Horizon. Après, c'est Horizon Labs qui fait beaucoup de travail de partenariat. Donc Horizon Labs qui a travaillé avec Yuga Labs, par exemple, qui a travaillé avec Iota, qui a travaillé avec plusieurs entreprises majeures dans l'écosystème, où ils interviennent vraiment en tant qu'advisor dans le Web3, en poussant les entreprises à créer sur Horizon. D'accord, ok. Alors personne n'a de boule de cristal, mais avant qu'on ait de meilleures prédispositions pour que les marchés repartent, si on tabule sur 2-3 prochaines années, qu'est-ce que c'est que vous allez vouloir mettre en place d'ici une potentielle reprise de marché, donc à échéance, on va dire 2-3 ans, quels vont être les challenges, les milestones principaux? Nous, on a le VM qui arrive tout bientôt, donc on sera bientôt compatible au VM. Donc, comme on disait, pour que n'importe quel développeur Ethereum construise chez nous, qui devrait arriver donc en début 2023. Alors, on aura une phase de testnet et de mainnet, où d'accord, on invite tout le monde à nous rejoindre pour ces phases-là qui devraient être encouragées. Et donc après, il y aura les Zika EVM. Donc c'est le VM qui fonctionne grâce à des Zika Rollup, donc qui permet de faire des transactions plus rapides. Donc on est aussi dessus pour l'année qui vient. Donc il y a aussi les NFT qui arrivent sur Cobalt. On pourra bientôt minter les NFT chez Horizon. Donc ça va être le développement de tous les services DeFi sur Horizon qui devraient voir le jour d'ici les 3 prochaines années. D'accord. Et en tant que Zen évangéliste, Xavier, à qui tu t'adresses aujourd'hui? Est-ce que tu t'adresses à des particuliers, à des organismes, à des boîtes Web 2 et leur faire profiter des services d'Horizon voilà, comment ça se passe? Non, donc moi, c'est principalement des particuliers, via Twitter, principalement. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets à disposition du contenu, mais je crée du contenu plutôt qu'aller voir les gens. En fait, je démarche personne.
Mais on fait donc des traductions, des tests, on discute en interne sur le Discord, on a des channels pour échanger entre nous, on a des réunions de Zen Evangelist aussi, pour voir sur quoi on met l'accent, où est-ce qu'il faut créer du contenu. Voilà, Ouais, d'accord. pour faire tourner l'info, pardon. Justement, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'en France, globalement, on a un niveau d'anglais qui n'est pas toujours très très bon. Aujourd'hui, tout ce qui se fait dans la blockchain, tout est en anglais. J'imagine que la barrière de la langue, alors c'est pas propre à la France, hein, il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ne parlent pas l'anglais et qui pourtant c'est un vrai frein du coup à l'adoption, à la compréhension de ce qui se passe dans l'écosystème. Du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, vous mettez en place des systèmes de traduction parce que j'ai vu qu'aussi vous aviez un bloc académie, donc où vous produisiez du contenu éducatif qui ne sont pas seulement en anglais, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, généralement, tout est créé en anglais. Et ensuite, les différentes communautés vont traduire. Donc, par exemple, l'Académie française telle qu'elle est maintenant, c'est quasiment à 100% Manon qui l'a traduite, je pense. Et donc, on est en train de retravailler dessus pour mettre à jour les articles, en créer de nouveaux, de façon à ce que tout soit traduit effectivement en français pour les francophones purs et durs. Après, sur la barrière de l'anglais, il y a quand même un détail, c'est que c'est de l'anglais très technique. Donc, c'est plus facile pour les gens qui sont déjà dans le domaine technique de comprendre l'anglais. C'est des mots qu'on est habitué à voir. Voilà. Oui. Pour certains, d'ailleurs, qui ne sont même pas traduits en français. Oui, d'accord. Pour prendre du recul aussi, pour revenir par rapport au service Manon, on n'a pas parlé des poules de minage, hein, qui sont aussi un service que vous offrez avec Horizen. Comment se présente l'activité? Est-ce que c'est accessible à tous? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors justement, actuellement, enfin, on est sur un protocole EQH donc qui se mine en ASIC, donc qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde dans le monde du minage, hein, parce que c'est quand même un coût. Donc on a des poules de minage, on en a plusieurs, où vous pouvez participer à une pool pour miner des zen. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est participer aux nodes Horizen. Donc on a les secret nodes et les super nodes qui vous permettent d'avoir une reward, donc c'est sous forme de stacking pour participer au réseau Horizen. Et donc ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Si vous connaissez un peu Linux, vous pouvez le faire vous-même avec un tutoriel ou alors passer par un hébergeur directement. Et aujourd'hui, chez vos clients, c'est principalement des gens qui passent par un hébergeur annexe ou qui montent le nœud par eux-mêmes? Principalement par un hébergeur, quand même. Parce que ça peut... Enfin, moi, ça me semble pas très compliqué, mais en fait, ça peut mettre quand même ça peut mettre plusieurs heures à mettre en place un node tout seul. Donc, je comprends qu'il y a certains qui ont un peu peur. Après, nos services de node, nous, on a provision une liste d'hébergeurs. Ce qui est très important, c'est que quand vous choisissez un hébergeur, de ne jamais donner votre clé privée et de ne jamais laisser l'hébergeur s'occuper de l'adresse sur laquelle il y a les 42 ou les 500 zen. Ça, c'est vraiment primordial. Ouais, il y a eu énormément d'arnaques. On en a vu passer pendant tout le 2020, 2021, début 2022. Forcément, parmi toutes les arnaques qu'il y a eu dans l'écosystème, celle-là en faisait partie. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de le dire et de le répéter. Petite question pour toi, Xavier, parce qu'on parlait de communauté, et donc tu m'as parlé tout à l'heure d'Horizen Developer Environment, donc le HDE, avec une véritable volonté de développer une communauté, pas forcément alors en ligne, toi c'est ce que tu fais à travers les réseaux sociaux, Twitter et autres. Comment ça se développe? Alors en fait, sur le HDE, c'est comme ça que je suis rentré dans le projet Horizen. Il y a une succession de tâches qui sont proposées. Donc il y a du très technique, il y a du pas technique du tout. Ça peut être la création d'images pour des mèmes, ça peut être des traductions de white paper, donc un petit peu technique, mais ça peut être aussi essayer un produit et rédiger un tuto ou faire une vidéo. D'ailleurs, il y a eu aussi des tâches pour faire des vidéos. Voilà, donc maintenant, il faut être Zenvangelist pour créer pour répondre à la plupart des tâches. Donc, ça permet d'augmenter le nombre de Zenvangelistes. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, via nos réunions d'équipe, on développe plus de choses qui ne sont pas forcément toujours sur le HDE. C'est vraiment D'accord. le point d'entrée pour les gens qui veulent participer, c'est le HDE. Ouais. En fait, j'en profite parce que pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ce pas dans l'écosystème, et moi, je leur dis régulièrement, pas forcément qu'en ligne, mais aussi à mes amis,
ils ont ce blocage de se dire moi j'ai aucune expérience, je sais pas comment participer à mon niveau, j'ai pas de connaissances particulières. C'est typiquement des petites tâches que vous pouvez faire en side project, donc en rentrant du boulot, le week-end ou autre, qui permettent de mettre un premier pied dans l'écosystème, d'apprendre à connaître comment ça fonctionne de l'intérieur, de travailler avec des gens qui sont là depuis plus longtemps. Et puis après, voilà, c'est en accumulant ce genre de petites expériences que vous allez avoir de la crédibilité, de la légitimité pour prétendre, par exemple, à un poste à plein temps si vous voulez vous reconvertir entièrement dans cet écosystème. Et donc, tu me disais, en l'occurrence, qu'il y avait aussi des événements qui se passaient IRL, in real life. Oui, tout à fait. Donc, c'est principalement sous la forme de conventions, hein. Par exemple, il y avait une belle équipe à la Paris Blockchain Week. Il y a eu des events, c'était Miami, je crois. Maintenant, on me corrigera si je raconte des bêtises. Et au-delà de ces grosses conventions, on réfléchit à créer plutôt des choses comme les apéros crypto. Donc, j'étais à Strasbourg chez Manon en janvier dernier, où j'ai pu voir comment ils s'organisaient eux, avec notamment une flamencuche party mémorable. Et ça permet donc de se rencontrer dans un cadre plus humain, quoi. Voilà. Donc on parle beaucoup blockchain effectivement, mais c'est autour d'un verre ou d'une assiette, et on va essayer de développer un peu plus ça en France au moins. Ouais. Non, mais c'est sympa parce que c'est aussi bien pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise de rejoindre une communauté, notamment des évangélistes qui sont en ligne, et de se dire, moi, c'est difficile pour moi de connecter avec les gens à travers les réseaux sociaux, de savoir qu'il y a aussi des événements. Alors là, tu l'as dit à Strasbourg, et que ça soit avec Horizon, mais il y a énormément de réunions qui se font aussi dans les grandes villes. Donc voilà, faut pas hésiter par rapport à ça. Et justement, pour attaquer la dernière partie de l'interview, donc sur les projets qui sont en train de se développer, donc sur Zendoo, votre plateforme cross-chain, on avait discuté avant l'interview de deux projets qui sont, il me semble, développés par Horizon Labs, qui sont Token Mint et Cobalt. Voilà, on va en discuter. Est-ce que vous pouvez me déjà présenter ce que c'est que Token Mint, ce que ça va apporter aux utilisateurs? Oui, moi je vais commencer je vais commencer sur Token Mint. Donc Token Mint, c'est une plateforme de tokenisation pour minter des tokens ou des NFT. Alors, vous choisissez tout dans les tokenomics. Il y a juste à cliquer et le token est créé. Donc les NFT arrivent bientôt. Pour l'instant, c'est encore en phase de test. Et bientôt, c'est tout type de. Après, donc, ce sera sur le VM. On aura d'autres types de tokens sur lesquels, enfin, d'autres types de tokens à créer à ce moment-là. Mais sur TokenMint, on a par exemple créé Punks, le Punks token. Et ça, je vais laisser Xavier en parler, peut-être comment ça fonctionne avec Cobalt, parce que tu nous avais fait un beau tuto avec Cobalt. Ouais, effectivement, et comme j'ai traduit le guide de l'utilisateur dans le cadre d'une tâche aussi, le guide de l'utilisateur de la plateforme TokenMint, en fait, Cobalt, c'est un web wallet, donc une extension pour les navigateurs compatibles Chrome, un petit peu comme MetaMask ou Phantom sur Solana, enfin ce genre de wallet, qui permet de se connecter et d'interagir avec la plateforme TokenMint, et donc éventuellement de créer ses propres tokens, bientôt ses propres NFT. Et Punks, donc c'est un meme coin qui a été créé par l'équipe et qui en fait permet de montrer comment ça marche d'une part, d'en distribuer et de créer des events, donc avec des airdrops, des partenariats. On a un partenariat notamment avec Pipeflare qui a créé un jeu qui s'appelle Punks Hero, qui permet, en connectant son wallet Cobalt à la plateforme Pipeflare, qui est une plateforme de jeu en ligne, de gagner des punks en jouant à Punks Hero, qui est grosso modo un jeu de plateforme un petit peu comme les premiers Mario, voilà, avec un petit singe tout mignon, des skins à gagner qu'on peut payer en punks, qu'on aura gagné dans les parties précédentes. Enfin, c'est vraiment une démonstration de ce qu'il est possible de faire avec TokenMint. Ok, parce que du coup, en l'occurrence, avec TokenMint, c'est vraiment l'émission de token où le créateur va pouvoir choisir la façon, donc les tokenomics en général, hein, avec toutes les spécificités qu'il voudra lui-même, et c'est vraiment du no-code. En fait, c'est aussi moi ce que je cherche à montrer, c'est qu'il y a
il peut y avoir potentiellement beaucoup de barrières à l'entrée de l'instauration, l'implémentation de produits qui sont divers et variés. On en voit tous les jours des nouveaux. Il y a de plus en plus de solutions no-code pour les gens voilà, qui veulent implémenter ces choses-là, mais sans forcément avoir, voilà, vouloir tout coder de A à Z. Donc, c'est bien de mettre aussi en avant ce genre d'initiative. Je voudrais terminer par rapport à l'arrivée de l'EVM. Et aujourd'hui, c'est vrai que la blockchain Ethereum est, alors pas prépondérante, mais elle prend quand même beaucoup de place dans l'écosystème. Aujourd'hui, c'était pour vous non négociable, c'était un choix stratégique qu'il fallait absolument faire d'être EVM compatible avec Horizon. C'est ça, c'était une priorité depuis longtemps que Rob, le leader, que l'équipe avait, c'était vraiment de rendre le réseau compatible parce qu'on peut avoir, on peut avoir la meilleure main chain au monde. Si c'est pas assez séduisant pour les développeurs de venir développer dessus, ils viendront pas. Donc, après, bien que la blockchain était quand même séduisante, mais aujourd'hui, sur le marché des développeurs, il y a une majorité de développeurs Ethereum et il fallait pouvoir les prendre dans notre écosystème aussi. On ne va pas leur demander de. C'était vraiment prendre les développeurs avec leur talent. Et ça, c'est vraiment une blockchain compatible EVM qui nous permet de récolter le plus de développeurs et de talents possible sans leur demander de tout changer. Donc, Ouais. c'est vraiment l'idée. Ouais, bah ce qui est assez étonnant, c'est que déjà, il y a très peu de bons développeurs qualifiés parce que bah, aujourd'hui, sur Ethereum, en l'occurrence, on développe sur Solidity, donc on n'est pas sur du Java, du C++, du Python ou autre, donc ça demande déjà l'apprentissage d'un nouveau langage. Et puis après, on voit de plus en plus de nouveaux langages qui sont propres à chaque blockchain, qui se développent, hein, comme je discutais l'autre jour avec Cyril Castagnet. Donc on va avoir du Rust qui est beaucoup utilisé aussi, il y a du Kero qui est propre à Starknet, qui est aussi en train d'être utilisé, qui est un langage qui est très efficient. Et donc, en fait, on met davantage aussi de barrières pour qu'un développeur puisse être interopérable lui-même. Parce que le but du jeu, c'est pas non plus qu'il apprenne un nouveau langage à chaque fois qu'il change de blockchain. Ça ralentit déjà la chose et on est déjà un peu en pénurie de bons développeurs. Donc, c'est vraiment un accès principalement pour les développeurs, hein, l'installation et la compatibilité pardon, avec le VM, c'est ça? Oui, c'est ça, pouvoir accueillir le plus de monde possible. Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, étant ingénieur. Oui, je dirais que peut-être le petit côté supplémentaire qu'on va avoir par rapport à une chaîne qui serait que EVM, c'est que le but final de l'écosystème EVM, c'est que toutes les sidechains puissent travailler ensemble, communiquer ensemble et s'échanger des tokens. Donc on pourrait très bien avoir quelqu'un qui vient créer sur la sidechain EVM des dApps, des smart contracts. Par la suite, ou en même temps, il peut très bien lever une équipe qui va développer une sidechain avec son métier propre et elle pourra s'échanger des tokens avec le VM. Donc le VM pour la rapidité, la compatibilité, et ensuite la grande force d'Horizon qui reste Zendoo, qui permet de créer des sidechains qu'on va adapter à son corps de métier. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on retrouve déjà de plus en plus, hein, cet aspect interopérable entre les blockchains pour qu'elles puissent communiquer entre elles et qu'il n'y ait pas de la liquidité qui vienne se stocker voilà, seulement sur une blockchain, mais que ça puisse circuler, que ce soit en termes de liquidité, de token, de stablecoin, de services. Je pense qu'on a de plus en plus intérêt à rendre ça interopérable, donc avec les bridges, avec les langages de programmation. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, hein, qu'on n'en est encore qu'au début, parce que on voit les ponts se construire, c'est pas toujours très efficient. Donc, ok, très intéressant. Et ben, Manon et Xavier, on va arriver sur la fin de l'interview. Je vous remercie pour votre temps, le partage de l'expérience et de ce que vous faites chez Horizon. Je ne sais pas si vous avez éventuellement un petit mot de la fin, un message pour les auditeurs ou autres. Ben, un petit mot pour la fin, oui, pour inviter. Alors, parce que je sais, en plus, il y a plusieurs personnes en ce moment qui me demandent autour de moi comment faire pour entrer dans l'écosystème. Donc, vous pouvez venir déjà commencer par venir chez Horizon. Donc, en ce moment, on a beaucoup besoin en traduction français. Là, on va avoir beaucoup de besoins. On a des besoins sur le VM. Alors, comme on a dit, c'est très des tâches toutes simples, plus compliquées à faire. Donc, venez apprendre et tester les services chez nous. On vous accueille les bras grands ouverts. Ok.
Ok, ben on va s'arrêter là, sauf si Xavier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose éventuellement? Allez, pour la fin, j'invite tout le monde à nous rejoindre pour l'event de fin octobre, le 31 octobre, pendant lequel on aura des gens qui vont jouer à Punk Zero, voilà, pour découvrir Horizon de façon ludique. Il y a cet event qui sera retransmis avec quelques zen, quelques punks à gagner en jouant. Voilà. Super, bah, de toute façon, je mettrai tous les liens utiles dans la description pour ceux qui sont curieux. Et bah, je vous remercie pour votre temps et pour votre partage, Manon et Xavier. Merci Merci à à toi. toi.